ما عجبني شيء. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité de ce dimanche 26 avril. Le patriarche maronite à Paris à l'occasion du centenaire de la présence des maronites en France. Majid al-Rai appelle l'Europe à contribuer à la sauvegarde de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Au Yémen, les combats continuent entre les partisans du président Hadi et les rebelles alors que la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite poursuit ses raids aériens contre les positions houthis. La communauté internationale mobilisée pour venir en aide aux survivants du séisme au Népal. Le bilan s'élève à plus de 2200 morts et près de 5000 blessés. Dans l'Everest, une avalanche a fait 17 morts. Et à suivre également dans ce journal, en Indonésie, le Français Serge Atlaoui ne fait pas partie de la prochaine liste des condamnés à mort pour trafic de drogue. Il a bénéficié d'un sursis suite aux pressions exercées par Paris sur Jakarta. Le patriarche maronite a célébré une messe en la cathédrale Notre-Dame du Liban à Paris à l'occasion du centenaire de la présence de la communauté maronite et de l'inauguration du siège maronite de la France. Plus tôt, Majid al-Rai s'est exprimé au siège de l'UNESCO lors d'une conférence sur le thème de la présence chrétienne au Moyen-Orient et son rôle dans la promotion de la culture de la paix. L'occasion pour le chef de l'église maronite de proposer les moyens d'y sauvegarder la présence chrétienne. Écoutez-le. La communauté internationale est appelée à une vigilance accrue pour que les chrétiens qui sont présents en Orient depuis 2000 ans et sont des citoyens originaires et authentiques puissent rester ancrés dans leur pays avec les garanties nécessaires. Je propose ici les moyens nécessaires pour créer une atmosphère de paix et de stabilité afin de pouvoir consolider la présence chrétienne au Moyen-Orient, pour y promouvoir la culture de la paix. Ces moyens exigent comme condition sine qua non de bonnes volontés et de bonnes intentions. Ces moyens sont 1. Résoudre d'abord les conflits israélo-palestiniens et israélo-arabes qui est à l'origine de tous les conflits et guerres qui embrasent le Moyen-Orient. Il y a déjà des résolutions du Conseil de sécurité à respecter et d'autres à prendre. 2. Mettre fin aux guerres en cours en Syrie, en Irak et au Yémen, à travers les négociations politiques et le dialogue entre les parties en conflit. Par conséquent, cesser de soutenir politiquement et financièrement et en armes les belligérants ainsi que les organisations terroristes. Quant à celles-ci, il faut identifier les causes qui les ont provoquées et y remédier afin d'endiguer le terrorisme et de sauver la paix dans le monde. Il faut absolument aider les pays de la région à se dégager des conflits sanglants qui les consument, peuples et civilisations. 3. Reconstruire le vivre ensemble entre toutes les religions et dans tous les pays par un réengagement universel en remplacement de l'assistanat et de la force militaire. Ainsi, la Méditerranée, berceau de religion, devrait devenir le pont culturel entre ces deux mondes, au lieu d'être la frontière de leur conflit. L'Union pour la Méditerranée, à l'initiative de la France, est le projet le plus vital
pour que les chrétiens d'Orient restent sur leur terre avec toute leur efficacité et que les Européens reviennent et contribuent de nouveau au progrès et développement de l'Orient comme ils l'ont fait dans le passé. Au Yémen, les combats se poursuivent entre les partisans du président Hadi élu en 2012 et la rébellion Houthi. Près d'une centaine de personnes ont été tuées ces dernières 24 heures dans ces affrontements et dans des frappes aériennes. La coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite pilonne toujours les positions des rebelles chiites. Au moins 5 raids aériens ont visé ce dimanche à l'aube des positions militaires et les abords du palais présidentiel de Sanaa. Riyad avait pourtant annoncé mardi l'arrêt des bombardements. L'ancien président Ali Abdallah Saleh a appelé ses alliés houthis à se retirer des provinces conquises ces derniers mois pour appliquer la résolution des Nations Unies. Ceux-ci exigent au préalable l'arrêt des frappes. Ils ont conquis la capitale en début d'année, obligeant le président Hadi à s'exiler à Aden. Lorsque les Houthis ont rejoint la ville portuaire fin mars, l'Arabie Saoudite a décidé d'intervenir militairement. Depuis, ces raids ont fait plus d'1 millier de morts pour la moitié des civils. En Syrie, l'aviation militaire multiplie les raids contre la ville stratégique de Jisr el-Shorour au lendemain de sa prise par le Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda et des groupes rebelles islamistes. Cette ville est située dans le nord-ouest du pays, ouverte sur les régions de Latakia à l'ouest et de Hama au centre, qui sont sous contrôle du régime. Des combats se poursuivent également au sud de la ville, tombée aux mains d'Al-Nosra moins d'1 mois après la prise de la capitale provinciale d'Idleb. Et puis, sachez que 2 Suédois enlevés en Syrie en 2013 par le Front al-Nosra ont été libérés vendredi. L'identité des 2 hommes n'a pas été dévoilée, mais l'un d'entre eux appartient à une église pentecôtiste, selon les médias suédois. Les négociations pour leur libération ont duré plus de 2 mois et ont été menées par les services de sécurité palestiniens en coopération avec les autorités jordaniennes et les services de renseignement suédois. Panique ce matin à Katmandou lorsqu'une nouvelle réplique de magnitude 6,7 secoue la capitale népalaise. Après une nuit de secousses, ce dernier tremblement à la mi-journée a provoqué de nouveaux dégâts. Selon un dernier bilan, le séisme de samedi aurait tué plus de 2200 personnes et blessé au moins 4700 autres. C'est le séisme le plus meurtrier que le pays ait connu depuis 80 ans. Les routes bloquées et les coupures des télécommunications rendent difficiles les opérations de secours. Les équipes en viennent à creuser à main nue dans les décombres ou avec quelques pioches, faute de pouvoir manœuvrer les pelleteuses dans les rues étroites de la vieille ville, qui ressemble désormais à un champ de ruines. Des centaines d'immeubles ont été rasés, le séisme a coupé des voies rapides dans la capitale. L'aéroport de Katmandou, endommagé, a été fermé pour raison de sécurité. Les hôpitaux sont saturés, on soigne parfois à même le sol. Mais les abris manquent, tout comme la nourriture, l'eau potable, les vêtements chauds, les couvertures et les kits d'hygiène. L'aide internationale s'organise pour faire face aux conséquences du tremblement de terre. Les États-Unis ont annoncé le déblocage d'une première enveloppe d'$1 million pour répondre aux besoins les plus urgents. Une équipe de secouristes de Los Angeles et une autre de Washington se tiennent prêts à partir. Et puis dans l'Everest, une vingtaine de personnes ont pu être évacuées par hélicoptère après l'avalanche meurtrière qui a tué 17 personnes samedi, conséquence du séisme au Népal. Au moins 1000 alpinistes, dont 400 étrangers, se trouvaient au camp de base, situé à 5500 mètres d'altitude où s'est produit cette avalanche. La situation est particulièrement critique pour une centaine de montagnards, encore pris au piège dans 2 camps situés au-dessus du camp de base, sans possibilité de pouvoir en sortir pour l'heure. Le mois d'avril est habituellement considéré comme le plus favorable pour entreprendre l'ascension du toit du monde. Dans un instant, nous ferons le point sur les élections présidentielles au Kazakhstan et dans la partie turque de Chypre. Retour sur le plateau de l'info du 1640. En Indonésie, les familles et les proches des 9 condamnés à mort pour trafic de drogue leur ont rendu une dernière visite. Leur exécution a été annoncée comme imminente face aux vagues de protestations internationales contre la peine de mort et aux appels à la clémence. Le président indonésien se montre inflexible. Les 9 prisonniers, parmi lesquels 8 étrangers originaires d'Australie, du Brésil, du Nigeria ou encore des Philippines, ont tous vu leur demande de grâce présidentielle rejetée. Les autorités indonésiennes invoquent les ravages causés par les stupéfiants sur l'archipel. Le Français Serge Atlaoui a quant à lui bénéficié d'un sursis suite aux pressions exercées par la France sur Jakarta. En visite à Bakou, François Hollande a déclaré que l'exécution de Serge Atlaoui aurait des répercussions diplomatiques sur les relations franco-indonésiennes. Écoutez son avocat qui s'exprimait lors d'une marche organisée à Paris
en soutien aux condamnés. Monsieur Atlaoui a pensé partir cette nuit, accompagner ses amis d'infortune. Il a préparé son sac. Il a appris que finalement, il ne faisait pas partie de la liste de ceux qui allaient être exécutés. Tout reste à faire. Je ne remercierai jamais assez les autorités diplomatiques, politiques, judiciaires qui m'ont assisté. Mes amis, je suis extrêmement touché de recevoir des mails de Français qui me disent « Il est hors de question que je parte en vacances comme je l'avais prévu dans ce pays ». Des chefs d'entreprise qui m'écrivent en me disant « J'avais envisagé un investissement, j'y renonce ». À Genève, des centaines de personnes ont marché en mémoire des victimes de la Méditerranée. La manifestation a été organisée à l'appel de la mission éthiopienne auprès des Nations Unies pour condamner le massacre de 30 Éthiopiens chrétiens tués en Libye le 19 avril par le groupe État islamique et en mémoire des victimes du terrorisme. Aux côtés d'Éthiopiens et d'Érythréens, des militants de diverses associations se sont joints au cortège. Depuis le début de l'année, 1700 candidats à l'exil ont péri en Méditerranée. Dimanche dernier, le naufrage d'un chalutier au large de la Libye avait fait plus de 700 morts. C'est une tragédie ignoble, atroce, et elle se déroule sous nos yeux parce que nous sommes très très bien informés. Donc comment rester indifférent, comment rester impuissant? Cette indifférence et cette impuissance devient complice de ceux qui poussent ces gens dans la mer pour se noyer. C'est comme si ces êtres humains qui se noient, ces êtres humains qui sont détruits par la guerre, par l'injustice, les tyrannies, la dictature, eh bien ces gens-là ne sont pas de véritables êtres humains. C'est ceux qui me rendent honteux de voir qu'il y a des êtres humains ici et ceux qui sont ailleurs sont des gens qui n'ont pas ce statut d'être humain. Et ça, c'est détestable. Moi, j'ai honte de l'Europe. Les électeurs de la République autoproclamée de Chypre du Nord, la partie turque de l'île, sont appelés à choisir leur président ce dimanche lors du deuxième tour du scrutin. Le président sortant fait la course en tête avec plus de 28% des suffrages réunis au premier tour. Il est talonné par son adversaire Mustafa Akinci qui a lui recueilli près de 27% des voix. Ce dernier représente l'ouverture et porte sur son nom les espoirs de réunification des Chypriotes turcs. L'île est divisée depuis près de 40 ans entre Grecs et Turcs. La partie grecque est-elle reconnue internationalement et fait partie de l'Union européenne. Les pourparlers de réunification à l'arrêt depuis plus de 6 mois pourraient reprendre dans les prochaines semaines sous l'égide des États-Unis. Autre élection au Kazakhstan, cette fois où se déroule un scrutin sans réel suspense. Le président sortant, Nursultan Nazarbayev, devrait être réélu à la tête de l'État pour la 4e fois consécutive. À 74 ans, il dirige le pays depuis près d'un quart de siècle et jouit d'une très forte popularité au sein de la population. Il est opposé à 2 candidats, l'un affichant les couleurs du Parti communiste, l'autre se présentant en indépendant. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a dénoncé l'abondance de panneaux et d'affiches publicitaires à la gloire de Nazarbayev dans les rues du pays. Le chef de l'État sortant a convoqué cette présidentielle anticipée en raison des difficultés économiques que rencontre le pays. Le Kazakhstan pâtit notamment de la chute des cours de pétrole. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le patriarche maronite à Paris à l'occasion du centenaire de la présence des maronites en France. Marcharaï appelle l'Europe à contribuer à la sauvegarde de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Au Yémen, les combats continuent entre les partisans du président Hadi et les rebelles alors que la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite poursuit ses raids aériens contre les positions houthis. La communauté internationale mobilisée pour venir en aide aux survivants du séisme au Népal. Le bilan s'élève à plus de 2200 morts et près de 5000 blessés. Dans l'Everest, une avalanche a fait 17 morts. Et puis en Indonésie, le Français Serge Atlaoui ne fait pas partie de la prochaine liste des condamnés à mort pour trafic de drogue. Il a bénéficié d'un sursis suite aux pressions exercées par Paris sur Jakarta. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. ما عجبني شيء